Bien entendu, je suis très très ému et j'ai préparé un petit discours. Au fait, je vais peut-être répéter beaucoup de ce que Monsieur l'ambassadeur a dit. Monsieur l'ambassadeur, caros amigos ambulantes, ma chère famille, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs. C'est un très grand honneur de recevoir de vos mains, Monsieur l'ambassadeur, cette médaille qui me fait chevalier dans l'Ordre national du mérite. Je suis très honoré que vous ayez accepté d'être mon parrain pour cette remise. J'ai été très touché par les mots de Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, que j'avais rencontré à Luanda en mars 2018, m'annonçant ma nomination par décret du président de la République. Je suis très fier de recevoir cette décoration officielle de la France. C'est pourquoi je vous remercie, vous tous qui êtes venus assister aujourd'hui à cet événement qui représente un jour important de ma vie. Cette distinction est à mes yeux la reconnaissance de ma coopération personnelle avec l'ambassade de France au service de la relation bilatérale entre la France et l'Angola. C'est une aventure qui a débuté un jeudi 13 décembre 1990, comme on l'a rappelé, il y a bientôt 30 ans, lorsque j'ai atterri à Luanda pour faire mon service national, au poste d'expansion économique, comme on l'appelait à l'époque. Mes pensées vont à mon grand-père, le vicomte Yves Chassin du Guerny, de qui je tiens mes racines françaises, et qui est représenté ici ce soir par maman et par mon oncle Pierre de Roquigny. Aristocrate sans le sou, mais détenteur d'une immense richesse, une culture encyclopédique couvrant l'art, la littérature, la musique, l'histoire. C'est lui qui m'a transmis en héritage un récit français et l'amour de la patrie. Grand-père lui-même était un métis, breton et angevin. Il était lui aussi un nomade français. En 2024, il a quitté la Sorbonne pour Londres, où il a passé une dizaine d'années et ressemblait dès lors à un lord britannique avec son costume 3 pièces, son chapeau melon et sa canne. Il a ensuite parcouru la Scandinavie où il a rencontré grand-mère, puis c'est à Genève qu'il a fini sa carrière de journaliste à la Croix-Rouge. Je m'appelle Federico Yves-François Crespo, et je suis plus connu comme Federico Crespo. Je suis né à Genève, comme vous l'avez rappelé, au bord du lac Léman, et j'ai passé ma première enfance avec papa qui me parle en français avec l'accent bolivien, et avec maman avec l'accent suédois. C'est dans ce petit village d'Aix-en-Vert, en Haute-Savoie, que j'ai appris à écrire avec une plume à encre, exercice périlleux pour un gaucher. C'est aussi dans ce beau village que j'ai appris à chanter la Marseillaise, et que nous entonnions tous les 11 novembre devant le monument aux morts. Et c'est à l'église d'Aix-en-Vert que j'étais pour la dernière fois un enfant de cœur. J'avais 9 ans quand nous sommes partis avec maman et mes petits frères vivre à Asunción, au Paraguay, et heureusement, il y avait une petite école française qui venait de démarrer à l'Alliance française. Nous étions une douzaine à l'époque. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 élèves à l'école Marcel Pagnol d'Asunción. En 89, lorsque je terminais mes études à Angers, j'ai eu l'honneur de rencontrer messieurs Giscard d'Estaing et Alain Juppé qui venaient donner une conférence sur l'Europe. Et la seule question que le président, pour qui j'ai toujours beaucoup de sympathie, m'a posée: de quelle nationalité êtes-vous, jeune homme? Polysien, monsieur le président, lui ai-je répondu pour éviter une gêne. Mais pour tout vous dire, j'ai longuement regretté de ne pas avoir assumé pleinement mon identité ce jour-là, celle d'un Français de sang mêlé, fier de l'être. Toute ma vie, j'ai fait de mon mieux pour rendre à la France tout ce qu'elle m'a donné: l'éducation, la culture, une conception humaniste et progressiste du monde. L'Angola, c'est une longue histoire d'amour. Je dis souvent qu'il faut 3 mois pour savoir si on va l'aimer ou pas. Et ce pays si particulier d'Afrique, il n'y a pas de moyen de terme. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Et je respecte donc ceux qui quittent l'Angola sans l'avoir compris. Et moi, je ne l'ai jamais quitté et je m'y suis enraciné pour toujours. Quand j'ai découvert ce beau pays, il traversait une période très particulière de son histoire, après 15 années d'indépendance, fraîchement conquise. L'espoir renaissait après des années sanglantes et les accords de Bicêtre signés en 1991 ouvraient la voie à la réconciliation nationale
à la démocratie et au développement économique. Tout le peuple voulait y croire. Je tiens pour témoin la ferveur de l'accueil réservé au pape Jean-Paul II en juin 92 et un taux de participation aux premières élections démocratiques en septembre 92, plus de 90%. En mai 92, j'achevais ma mission à l'ambassade de France, mais je ne voulais plus partir. J'étais tombé sous les charmes de l'Angola, de sa culture latino-africaine, des sons de kizomba que je ne sais toujours pas danser, de son peuple chaleureux et accueillant, et bien sûr de Dimitar, ma très chère épouse et associée. En février 1993, nous avons créé nos premières sociétés, Oxbow et Coconuts, et en septembre est né Rodrigo, puis en 1996, Anna Catarina, nos plus chers trésors, nos métis franco-angolais. C'est en 1998 que j'ai repris mon engagement au service des relations bilatérales entre la France et l'Angola, en assumant le poste de secrétaire général de la CIANGOF, la Chambre de commerce et d'industrie, créée en présence de M. René Mollory, qui était venu quelques mois avant la première visite d'un chef d'État français en Angola, le regretté président Jacques Chirac. C'est donc le second président de la République que j'ai eu l'honneur de saluer à l'hôtel Costa del Sol, et lui savait que j'étais français. En 2001, j'ai eu l'honneur d'être nommé CCEF sur proposition de M. Robert Igier, alors conseiller économique et commercial de l'ambassade de France. J'ai participé à la création du premier comité Angola des CCE sous l'impulsion de M. Jacques Rigaud, que je salue avec tout mon respect, mon amitié et ma reconnaissance. Je sais que Jacques n'aime pas les honneurs, mais c'est bien lui le pionnier des relations économiques franco-angolaises. Le comité des CCE a démarré avec 4 membres, aujourd'hui nous sommes 16. C'est les chefs d'entreprise représentatifs de la présence française dans l'économie angolaise. Je remercie mes collègues pour leur participation active et le soutien à l'action de promotion des relations économiques entre nos deux pays. La Chambre de commerce ayant été mise en sommeil suite aux conséquences du malheureux différend que certains ont appelé l'Angola Gate, c'est bel et bien au comité des CCE qu'est revenue la tâche, aux côtés de l'ambassade, de maintenir le lien entre décideurs français et angolais pour promouvoir et développer la relation économique entre nos deux pays qui était fait pour s'entendre. Malgré la crise diplomatique de l'époque, force est de constater que les Français présents en Angola n'ont jamais souffert de conséquences négatives. La culture française a continué à être très appréciée et les entreprises françaises ont continué à développer leurs affaires. Je garde en souvenir de nombreux déjeuners, débats, d'ateliers Angola, de forums d'affaires, de visites régionales, de missions du MEDEF, auxquels les conseillers ont participé pour promouvoir l'investissement français en Angola. Je retiens bien entendu la visite du président Nicolas Sarkozy, illustre français au sang mêlé, à Luanda le 23 mai 2008, première étape vers la normalisation des relations diplomatiques entre nos deux pays. Puis la visite du ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, en octobre 2013, à qui j'ai eu l'honneur de faire une présentation sur le climat des affaires. J'ai pu constater l'intérêt sincère que M. Fabius portait au renforcement des liens avec l'Angola et toute l'énergie qu'il apporta à cette tâche tout au long de son mandat. Suivirent la visite du président José Eduardo dos Santos à Paris en 2014 et la visite du président François Hollande à Luanda en juillet 2015, 2 grands moments qui scellèrent la réconciliation entre nos deux pays. Au cours de sa dernière visite à Luanda, en mai dernier, j'ai eu l'occasion de rappeler au président Hollande que lors de notre entretien en juillet 2015, je lui avais rappelé qu'en 1973, l'or noir de l'Angola n'était pas le pétrole, mais le café. Et que les Angolais attendaient beaucoup de la France pour la participation à la relance de l'agriculture et de l'agro-industrie. Ce fut bel et bien un des principaux axes du renforcement de la coopération économique confirmé lors de la visite du président Juan Lorenzo à Paris et à Toulouse en mai 2018, et je m'en réjouis. Les relations diplomatiques entre nos deux pays ont connu bien des aléas, des hauts et des bas, et je suis très heureux de constater qu'elles sont aujourd'hui au beau fixe. La prochaine visite du président Emmanuel Macron sera, j'en suis convaincu, un moment historique. Je salue le travail d'équipe de tous les services de l'ambassade qui œuvrent inlassablement depuis des années
à renforcer la coopération entre la France et l'Angola dans les domaines les plus variés, la francophonie, l'éducation, la formation, la culture, la santé, la coopération militaire et économique. Je salue le dynamisme des sociétés françaises en Angola qui n'ont pas quitté le bateau pendant la crise, mais au contraire continuent d'investir parce qu'elles ont une vision à long terme et sont convaincues du potentiel du pays qui est une puissance régionale incontournable. Je me réjouis du retour de l'Agence française de développement et de la Proparco qui participent déjà au financement de la relance de l'agriculture et des infrastructures et qui financeront bientôt les entrepreneurs en Angola. L'Angola est entrée dans une nouvelle étape de son histoire et saura reconnaître les amis qui l'ont soutenu pendant les périodes de crise, ceux qui auront contribué au renfort de ses institutions démocratiques et de droit et participé à l'effort de diversification de l'économie. Aujourd'hui, notre action est renforcée par la création du CEFA, le Club des entrepreneurs France-Angola, une association qui réunira bientôt une centaine d'entrepreneurs français et angolais. Il s'agit d'un forum de dialogue et d'échange très précieux pour la communauté d'affaires française, les entrepreneurs angolais et les associations professionnelles de nos deux pays. Je salue les membres du conseil d'administration du CEFA, en la personne de leur infatigable président, M. Luis Liberato, mon petit frère siamois, lui l'angolais français et moi le français angolais. Vou falar em português para pedir desculpas aos meus amigos angolanos que não perceberam nada e que estiveram aqui mais de 10 minutos a ouvir este discurso. Quem estiver interessado, eu assumo já a responsabilidade de dar uma tradução destas palavras. Agradecer-vos todos pela minha presença, são a razão do meu amor por este país. Tenho muito orgulho em ser angolano também. E agradecer à minha sogra, Dona Aida, que não percebeu nada. Muito obrigado por me aturar. E também não podia deixar de dar uma homenagem ao mais velho Paulo Teixeira Jorge, que infelizmente não está aqui. Foi um grande nacionalista, um amigo da França, um amigo dos seus amigos, que eu tinha sempre muito prazer em cumprimentar nesta casa, porque ele era um amigo, foi um grande amigo da França, mesmo nos tempos mais complicados. Permettez-moi, Monsieur l'Ambassadeur, de vous remercier, vous et vos services, pour l'amabilité et la générosité avec laquelle vous avez préparé cet événement. Je vous remercie pour ce moment inoubliable. Vive la France, vive Angola et vive l'amizade entre France et Angola. Muito obrigado.